Eh bien, les plus saisissantes viennent de frapper des centres de commandement abrités dans d'anciennes usines alimentaires et chimiques. Et c'est aussi spectaculaire parce que l'on parle de lignes arrières. On est à 85 km du front, dans la ville de Louhansk, dans la région, la capitale de la région du même nom. Mais c'est peut-être le mode opératoire qui impressionne le plus. Les Ukrainiens ont d'abord envoyé ces drones en guise de leurre pour détourner les systèmes de défense antiaérienne russes. Et ils ont ensuite frappé avec une arme beaucoup plus lourde. Et quelle arme, puisque pour la première fois ont été utilisés les fameux Storm Shadow, ces missiles britanniques de longue portée pour lesquels Londres vient de donner son feu vert. Quentin vous en parlait à l'instant. Et effectivement, ces images que vous voyez laissent peu de doute, il s'agit bien des Storm Shadows. Ce qui, au passage, fait bondir les Russes. Des missiles Storm Shadows fournis au régime de Kiev par le Royaume-Uni ont été utilisés pour cette frappe, malgré les déclarations de Londres selon lesquelles ces armes ne seraient pas utilisées contre des cibles civiles, a protesté le ministère russe de la Défense. Et le deuxième aspect, et Pierre Servan nous mettait la puce à l'oreille dès la semaine dernière, c'est que cette bataille a priori locale de Bakhmout, semble tourner, elle aussi, à un avant-goût, voire aux préparatifs de la contre-offensive. Oui, parce que non seulement les Ukrainiens continuent leur progression en périphérie de la ville, mais ils portent des coups qui vont largement au-delà. La progression d'abord, voilà la carte que l'on vous montrait vendredi avec en jaune les zones disputées et en bleu celles reprises par les Ukrainiens. Et voici la carte du jour, vous allez la voir. Certes, le centre reste russe à 90%, mais on voit clairement qu'en périphérie c'est une autre affaire puisque l'armée de Kiev a continué d'avancer ici sur le flanc nord-ouest et également plus légèrement ici au sud. On est donc passé en 72 heures de 7 km² repris à environ 17, et selon le ministère ukrainien de la Défense, Kiev aurait reconquis 10 positions russes. Et voilà comment, cette dernière scène que vous allez voir date de samedi, ce char ukrainien fonce en direction d'une tranchée russe, il arrive en lisière de forêt et les soldats qui se trouvent à l'intérieur débarquent et s'enfoncent dans le bois, direction la tranchée russe. Ils progressent pour aller au corps à corps et tout au long de cet assaut, le char est guidé à distance par un drone ukrainien. Ils bombardent les sous-bois, ils s'enfoncent toujours plus près. Et pendant ce temps, regardez, les soldats ukrainiens, vous allez les voir, sont parvenus jusqu'à la tranchée russe et réussissent à déloger 2 soldats. On les voit effectivement sortir de leur planque les mains en l'air. La position est gagnée en quelques minutes à peine. Autre scène, même stratégie, on est au nord-ouest de la ville et cette fois encore, un drone ukrainien repère ce canon d'artillerie russe et les 3 soldats qui l'opèrent. On distingue également un petit stock de munitions à côté. Sa position est transmise à l'artillerie ukrainienne et regardez, quelques secondes plus tard, le canon russe est visé. Les obus ukrainiens touchent et détruisent leur cible avec effectivement une énorme détonation. Lorsque le dépôt de munitions est touché, c'est une position de plus gagnée. Alors ça, c'est la progression dont vous nous parliez, mais vous évoquiez aussi des coups importants, peut-être inédits. De quoi s'agit-il ? Effectivement, Kiev ne se contente plus de contre-attaquer, mais frappe également le commandement russe à la tête. Ainsi, en 48 heures, 3 commandants de l'opération ont été tués dans leur quartier général. Le colonel Marakenko, commandant de la 4e brigade, le colonel Mazur, chef d'État de la 4e brigade, et le colonel Tretiak, commandant adjoint du 2e corps d'armée intérieure. C'est clairement une opération de déstabilisation. Vous restez avec nous parce qu'on va voir que côté russe, on ne reste pas inerte non plus à la veille de cette contre-offensive. Mais d'abord, simplement un mot sur Bakhmout. Est-ce que c'est en train de changer de dimension ? On n'est plus là seulement dans une armée ukrainienne qui tente de résister, qui tente d'affaiblir l'ennemi. Ça va bien au-delà. Est-ce qu'il se passe quelque chose à Bakhmout qui pourrait être le point de départ d'une contre-offensive qui, sans s'afficher comme telle, serait déjà en cours? Alors, c'est ce qu'on appelle une saisie d'opportunité. Prigojine nous avait annoncé il y a plusieurs jours que ça ne tenait pas, qu'il n'allait pas pouvoir tenir,
et qu'il y avait même des unités russes qui s'étaient débandées. Il parlait d'une compagnie qui s'était débandée. Et donc je pense que les Ukrainiens, c'est ce qu'on appelle une saisie d'opportunité. Un point de faiblesse se crée. Ils avaient mis tellement d'efforts, les Russes. Ils n'ont pas réussi à le prendre. Il manque de munitions, etc. Enfin, Prigojine, il faut l'écouter de temps en temps. Il ne dit pas que des bêtises. Hein. Et en particulier, sur la réalité sur le terrain, je crois qu'il faut l'écouter. Et donc, saisie d'opportunité. Alors maintenant, on en vient à l'offensive dont vous parliez. Est-ce que c'est une saisie d'opportunité, peut-être le point de départ de la contre-offensive? Mais ça peut. C'est-à-dire que une offensive, c'est préparer des matériels, des personnels, un plan de renseignement qui permet de tout avoir, mais le plan de renseignement, il évolue tous les jours. Et on cherche quoi? On cherche le point fort, le point faible de l'adversaire, pour enfoncer les clous dans le point faible de l'adversaire. Vous noterez quelque chose, c'est qu'ailleurs, il y a des lignes de défense qui ont été faites sur 3 lignes, 120 km, des mines, etc. À Bakhmout, pas du tout, puisqu'ils n'ont pas fini de le conquérir. Donc là, il y a peut-être un point faible de l'adversaire qui se révèle parce que les lignes de défense n'ont pas eu le temps d'être préparées. Et donc, peut-être, je n'en sais rien, peut-être que les Ukrainiens, qui n'avaient pas prévu à l'origine d'aller là, peuvent adapter très rapidement leur plan en disant le point faible, il est là, et c'est là qu'il faut attaquer. C'est une possibilité. Incroyable renversement de perspective, puisqu'on était sur l'idée que pour que la contre-offensive ukrainienne commence, il fallait en finir avec Bakhmout. Sous-entendu, on a suffisamment provoqué de pertes russes. Maintenant, on peut se retirer, s'organiser pour la contre-offensive. Et voilà que on change de perspective désormais. Vincent. Voilà quelques semaines, la hantise côté Kiev était celle de l'encerclement total de la ville de Bakhmout par les forces russes. Combinées, c'est-à-dire les forces aéroportées de l'armée de la Fédération de Russie et les groupes d'assaut de Prigojine, de Wagner. Là, on est dans une inversion des facteurs spectaculaires où ce que redoutent les Russes, c'est la formation d'une nasse dans laquelle eux pourraient être enfermés. Et au passage, sans anticiper... C'est ce qu'on voit à travers le desserrement de cette mâchoire qui apparaît là sur la carte. Et il fut un temps où on se disait qu'il n'y avait plus qu'un axe de ravitaillement et d'approvisionnement possible. Hein. Bon, on n'en est plus vraiment là. Et puis, sans anticiper sur un sujet à venir, il est clair aussi que les fissures à l'intérieur du dispositif russe, entre la dimension milicienne de Wagner et la dimension conventionnelle de l'armée régulière, sont pain béni pour les Ukrainiens. Pour reprendre une image qui est chère à Pierre Servan, que vous citiez tout à l'heure, il parle d'un dispositif qui serait une sorte de patchwork. Et les Ukrainiens, en fait, testent toutes les coutures du patchwork. Et effet d'aubaine, pour saisie d'opportunité en termes civils, effet d'aubaine, on s'enfonce là où on sent que les coutures craquent. Personne ici n'a jamais cru à une contre-offensive qui serait la réédition de la bataille de chars légendaire de Koursk à l'été 43. Vous aviez des milliers de chars soviétiques face à des milliers de chars allemands sur une zone donnée. Non, c'est pas ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, une contre-offensive qui sera peut-être plus éclatée qu'on l'imagine. C'est la question effectivement que posait Pierre Servan. Cette phrase est issue de l'analyse qu'il nous livrait la semaine dernière. Ça peut être le point de départ. Il n'était pas affirmatif, comme vous, Dominique, il était prudent, mais il disait c'est possible. Et l'aspect des dents de dragon et des tranchées, c'est très intéressant d'avoir ça en tête. Non, il n'y en a pas là, donc pour une progression, ça peut être plus simple. Mais ceci souligne au passage la flexibilité et la rapidité de réaction de l'état-major ukrainien, qui est capable, si ça se passe, qui est capable de changer son plan et de l'adapter. Et ça, c'est la grande force. Quand vous avez un plan rigide comme l'ont les Russes, on n'y arrive pas. Quand vous avez la capacité de vous adapter aux points faibles et aux points forts de l'ennemi, là, vous pouvez remporter la décision. C'est pour ça qu'il faut être très prudent aussi. Oui. Il faut être très prudent parce qu'en fait, on n'en sait rien. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques mois, un certain nombre de militaires sur les plateaux avaient tendance à conseiller aux Ukrainiens de se retirer de Bakhmout parce que c'était pas stratégique, etc. Et c'est une décision politique, je crois, de Zelensky qui a dit à ses militaires non, il ne faut pas se retirer, c'est coûteux pour nous en termes de vie humaine, mais il faut garder le contrôle. Alors, la prudence, c'est que les Ukrainiens agiles, comme vous le dites, nous ont déjà habitués à poser des leurres. On les attendait à Kherson, ils sont arrivés à Kharkiv, et puis après, ils se sont intéressés à Kherson. Et là, on voit encore il y a quelques jours dans le Guardian, il y avait des cartes avec 4 ou 5 hypothèses possibles de contre-offensive. L'une, c'était à l'est de Kharkiv, l'autre, c'était du côté de Zaporijjia, une troisième, c'était vers Kherson, à travers le Dniepr, et la quatrième, c'était
c'était précisément Bakhmout. Donc en réalité, faut être très modeste. Nous ne savons pas exactement où ça va se passer, même si je comprends parfaitement la saisie d'opportunités autour de Voilà. Et puis ça risque d'attirer à nouveau des troupes régulières russes ou peut-être des troupes de Wagner en Russie. S'il y a progression territoriale. Ludmila, est-ce que vous suivez ce qu'on en dit sur les forums? Qu'est-ce qui se dit? En Ukraine, il y a beaucoup d'analystes qui disent à peu près, ça rejoint ce que vous venez de dire, général, on ne sait pas où les Ukrainiens vont frapper dans cette contre-offensive, mais ce qu'on sait faire, c'est mettre la pression sur les Russes pour qu'ils soient dans ces situations de mal compréhension, mais où est-ce que ça va se faire? Et par ces signaux qu'on envoie un peu partout sur le territoire, mais aussi à Bakhmout. Je pense que, écoutez, il y a déjà le problème de communication entre les Russes dans l'armée, parce qu'apparemment, ce qui se passe, c'est qu'il y a ceux qui occupent le centre-ville où ils poussent, où ils attaquent, parce que ça affaiblit pas l'attaque russe d'un centre-ville de Bakhmout, mais sur les flancs, au nord et dans le sud, c'est-à-dire cette mâchoire dont vous avez parlé, ils reculent, les Russes, et apparemment le centre de la ville communique pas forcément avec les deux flancs. Et ce qui va se passer, c'est le retournement complet de la situation où c'est pas les Ukrainiens qui sont maintenant encerclés, mais il y a le risque d'encerclement de troupes russes. Après, tout le monde nous a dit pendant longtemps, il faut laisser Bakhmout, c'est quelle est la raison. Mais là, vous voyez comment c'était pas mal comme idée de faire saigner l'adversaire, de voir quand l'opportunité viendra, et quand l'opportunité est là, c'est faire le plus ce qu'on peut. Et vous avez raison de le rappeler. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'au mois de janvier ou de février, c'est l'armée ukrainienne qui souhaitait se retirer de Bakhmout, et c'est le politique ukrainien, Zelensky et son cabinet, qui disaient non. Vous restez, on va vous envoyer des renforts pour en particulier sauver la route d'approvisionnement. Oui. Donc, juste à ce propos, une hypothèse que j'avais émise dès cette époque-là, c'était que la décision politique de Zelensky par rapport à Bakhmout n'était évidemment pas que de portée symbolique. Je pense que l'intuition des Ukrainiens, de l'état-major notamment, c'était que plus ils tiendraient sur Bakhmout, plus les lignes de faille entre Wagner-Prigojine d'une part, l'armée fédérale et le ministère de la Défense d'autre part allaient se creuser et s'accuser. Et pour le coup, l'histoire leur a donné raison. Et tout à l'heure, alors à propos de Prigojine et de Wagner, il y a cette histoire extraordinaire qui sort aujourd'hui, qui date d'il y a quelques mois, selon lesquelles Prigojine aurait joué son sort contre celui de l'armée régulière russe en proposant un marché, un contrat aux Ukrainiens. Ça paraît hallucinant, mais vous nous direz ce que vous en pensez. D'un mot rapide, là, en ce qui concerne les frappes en profondeur, on voit que le fameux missile à longue portée britannique, dont la décision de livraison n'a été annoncée qu'il y a 15 jours, le premier de ces missiles a donc déjà été tiré par les Ukrainiens. Pas confirmé en fait. Il y a pas de confirmation parce que les Ukrainiens. Les images ne sont pas forcément probantes. On ne va pas confirmer que c'était Storm Shadow qui était employé, mais il y a un autre missile ukrainien qui s'appelle Grim 2. Ou qui pourrait être utilisé dans ces cas-là, parce qu'il c'est capable de taper dans la profondeur. Et moi, je pense que ça n'était pas utilisé, parce que le moment, il n'était pas là. Là, on est dans le moment où on façonne le terrain de bataille, on prépare la contre-offensive, et avec la livraison de missiles de longue portée et les avions de chasse, même s'ils ne sont pas encore là, mais tout ça, ça fait la pression sur les Russes pour qu'ils se préparent à une évidence. Ils vont juste perdre cette guerre. Les documents qu'on voit, qui sont montrés donc soit par l'armée russe, soit par l'armée pro-russe de la région de Louhansk, semblent indiquer, vous voyez, Shadow, qu'il s'agit bien d'un de ces missiles britanniques. Bon. Ça peut être aussi une manip. Simplement, on avait vu des documents comme ça il y a 2-3 jours, et à côté, on voyait même le mot France. Parce que les Shadows, c'est comme les scalps français. Ils ont été fabriqués ensemble. Oui, mais on n'a pas dit que cela venait de France, à ma connaissance. Oui. Alors, donc, on peut s'interroger. Est-ce qu'il n'y a pas là un peu de manipulation? Mais pour revenir à votre question initiale, c'est-à-dire les frappes dans la profondeur, l'utilité des Shadows, des Storm Shadows, c'est précisément ça. Ils tapent jusqu'à 250. On ne connaît pas. Normalement, ils peuvent aller jusqu'à 500. Mais on ne sait pas jusqu'à quelle distance ils ont été limités. Mais ça permet de frapper dans la profondeur, 450 kilos quand même. Ça fait une belle charge, de taper sur la logistique et sur les PC. Et les Russes ont déjà préempté l'offensive parce qu'ils ont reculé leur PC et reculé leur logistique. Donc c'est pour ça que dans le plan de renseignement
qu'ont les Ukrainiens, partagé avec les Britanniques bien sûr. Ils ont dit, si on doit taper sur les PC et les il nous faut telle distance. Et là, naturellement, c'est le Storm Shadow qui est le missile adapté pour faire ça. Là, c'est 85 km, donc ça va au-delà de l'action, du rayon d'action des HIMARS ou des Césars, qui sont des plus petits calibres, évidemment. Donc, effectivement, c'est, entre guillemets, idéal pour ce type de missile à longue portée. Oui, là, ça me paraît un peu court. Un peu court. C'est à la distance du HIMARS, pas du César, parce que c'est plus loin, mais c'est la distance du HIMARS. Ça me paraît un peu court. Maintenant, on peut l'avoir utilisé sur une opportunité importante. Le doute méthodologique est permis et même recommandé, puisque Ludmila faisait allusion donc à ce Grim 2, ce missile. Il se trouve que l'un des blogueurs militaires russes les plus influents a émis cette hypothèse, qu'il ne s'agissait pas d'un Storm Shadow, car, dit-il, il aurait fait davantage de dégâts et il n'était pas pertinent de l'utiliser pour ce type de cible-là. En revanche, disait-il dans son commentaire, son analyse, nous savons que les Ukrainiens disposent de Grim 2 qui ont la portée suffisante pour... Donc vous voyez, même au sein du système militaro-politique russe, le doute persiste. Le doute est là. Le doute est là. Ne croyons pas que les Russes restent les bras croisés, parce que c'est toujours la tentation qu'on a de louer la bravoure, l'ingéniosité, et à juste titre des Ukrainiens, mais comme si en face il ne se passait rien, parce qu'on a débordé de ces images où on voyait une armée russe en pleine débandade, désorganisée, divisée et mal équipée. Non, les Russes réagissent eux aussi. Justine, on vous retrouve. Il s'est passé des choses également. Oui, effectivement, on n'est plus aux abords du front, mais on est beaucoup plus en profondeur. Regardez cette frappe, elle est très impressionnante. On voit une première explosion, une boule de feu monter vers le ciel, puis se transformer en énorme champignon. Et juste à côté, quelques secondes plus tard, à peine, regardez, une deuxième explosion. Deuxième boule de feu, encore une colonne de fumée visible à des kilomètres à la ronde. Ces frappes russes ont ciblé des dépôts de munitions à Khmelnytsi. On est très à l'ouest du pays, à quasiment 700 km de la ligne de front. Et ce sont 4 drones Shahed russes qui ont réussi à pénétrer la défense antiaérienne ukrainienne et à causer ces 2 explosions. Merci Justine. Bon, là, ce qui frappe quand même, c'est la différence. C'est-à-dire que soit parce qu'il n'y a pas encore de cible, soit parce qu'ils n'arrivent pas à les atteindre, les Russes ne frappent pas les positions arrière du front, les positions ukrainiennes à l'arrière du front. Ils frappent bien au-delà, dans la totale profondeur. Est-ce qu'il y a une leçon à en tirer ? Les Ukrainiens faisaient la même chose. Je rappelle qu'avant les offensives de l'été, les premières frappes, c'était les frappes sur les dépôts de munitions, sur les nœuds, puisque la logistique russe s'appuie essentiellement sur les chemins de fer, donc sur les nœuds ferroviaires, de façon à pouvoir casser. Parce que le problème, on l'a bien vu, si vous voulez, dans la région de Kherson, c'était très clair. Dans la région de Kherson, les obus n'arrivaient plus aux pièces d'artillerie russes. Donc des pièces d'artillerie sans obus, ça ne sert pas à grand-chose. Et bien là, le système est le même. Comme vous le dites, les Russes ont aussi un système de renseignement. Ils ont probablement identifié des dépôts de munitions. Ils ont envoyé donc les drones iraniens. Parce que pour faire une charge pareille, ce sont des munitions qui ont explosé. C'est pas le drone qui fait ça. Oui. Il a une petite charge, le drone. Et donc, c'est énorme. C'est-à-dire qu'ils ont... Il y a du carburant. Ils ont extrêmement bien visé à l'endroit où il y avait ces dépôts. Et là, c'est la même chose. Une fois qu'ils auront cassé tous ces dépôts, on aura un peu de mal. Il y aura la dotation initiale dont disposent les canons et les chars qui permettra de tirer, mais le recomplètement ne sera pas effectué. Donc, Ludmila. On n'en a pas parlé, mais il y a des attaques qui continuent sur la population civile qui est lancée par les Russes chaque jour. Il y en avait une aussi à Kharkiv récemment, hier. Ils continuent de bombarder les civils et ça, c'est vraiment la stratégie de terrorisme, de terreur qu'il continue d'employer. Et ça, c'est pas du tout... c'est l'asymétrie qu'on voit parce que si on frappe, on sait ce qu'on frappe. On frappe des postes de commandement ou les points de ravitaillement. Mais les Russes, ils continuent cette stratégie de terreur de frapper les civils. Bon. Ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi les Russes n'attaquent pas plus souvent des dépôts de munitions plutôt que les civils, plutôt que de pratiquer une guerre de terreur, d'avoir une politique... C'est la stratégie de la terreur. Voilà, plutôt que d'avoir une politique de ciblage, je ne veux pas le justifier, mais dans une guerre, c'est assez logique qu'on s'attaque aux dépôts de munitions. Oui, mais ça